Meilleurs vœux à toutes et à tous. Et ce soir, cher Murra, j'ai le grand plaisir donc, de vous accueillir à ce séminaire. Il n'est pas facile de vous présenter en quelques mots. Je dirais que vous êtes un peu une inclassable, je crois que ce qualificatif pourrait vous plaire. Vous êtes l'autrice d'une œuvre protéiforme, à la fois sur l'histoire de la psychiatrie, mais aussi de nombreux essais sur le genre, le féminisme, le wokisme, mais aussi sur le rapport que chacun entretient avec la lecture, la relecture, l'écriture et la réécriture. Vos intérêts sont multiples et vous avez la capacité à créer vos propres thèmes de recherche en dehors des sentiers battus. Et ce qui me semble unir tous vos ouvrages, c'est votre très grand attachement au texte sous toutes ses formes, à la fois les archives, vous allez sûrement nous en parler ce soir, mais aussi pour les textes classiques, les textes contemporains. Et à chaque fois, vous les abordez avec une intelligence, une sensibilité et une grande générosité. Vous avez enseigné à la littérature française pendant une vingtaine d'années à la prestigieuse Université de Californie, UCLA, université que vous avez quittée récemment à la suite donc, de la réélection de Donald Trump. Alors vous venez ici dans un séminaire d'histoire de la psychiatrie, dimension donc que vous avez travaillé dans deux ouvrages. D'abord le célèbre La maison du docteur Blanche, histoire d'un asile et de ses pensionnaires de Nerval Maupassant, qui était publié en 2001 et qui a reçu le prix Goncourt de la biographie. Et puis L'homme qui se prenait pour Napoléon, pour une histoire politique de la folie, en 2011 chez Gallimard, qui a reçu le prix Femina. Je crois que tout le monde connaît le premier, La maison du docteur Blanche, qui raconte l'histoire de ce lieu particulier, cette clinique du XIXe siècle, nommée la Folie Sandrin, où se sont succédés un certain nombre d'artistes en tant que patients, Maupassant, Gérard de Nerval, Marie Damy, qui ont été soignés par Esprit puis Émile Blanche, deux aliénistes qui ont tenté une approche particulière de la maladie mentale. Mais j'ai un goût tout particulier pour votre second ouvrage paru en 2011, donc L'homme qui se prenait pour Napoléon, où vous proposez une entreprise ambitieuse, c'est d'écrire une histoire politique de la folie entre la Révolution française et la Commune de 1871. Et vous essayez de vous emparer de cette question, comment délire-t-on l'histoire? Et à rebours d'une conception intemporelle ou naturalisante de la pathologie mentale, vous montrez au contraire que les délires sont historiquement situés. Ils portent la marque des bouleversements collectifs, des figures du pouvoir, des angoisses sociales, et cette perspective conduit une relecture critique de l'historiographie classique de la folie. Dans un chapitre notamment consacré aux hommes qui se prennent pour Napoléon, vous développez l'idée de la monomanie ambitieuse comme maladie de la civilisation, qui est symptomatique de ce 19e siècle bourgeois, marqué par l'individualisme et le culte de la réussite personnelle. Et vous montrez que ces délires s'inscrivent dans une configuration imaginaire spécifique, dominée par cette figure de Napoléon, qui a une puissance symbolique exceptionnelle. Et puis vous analysez aussi la pathologisation du fait révolutionnaire, comment un certain nombre de figures en lutte, résistantes, ont pu être diagnostiquées ou réduites à leur aliénation, notamment autour de la figure de Théroigne du Méricourt. Vous mettez en évidence la façon dont l'engagement politique féminin est requalifié en fragilité mentale. Donc merci pour ces ouvrages, parce que bien que vous ne soyez pas clinicienne, on voit, à la fois comme citoyenne et comme penseuse, vous défendez une idée politique de la psychiatrie, et c'est notamment le cas dans les dernières pages de cet ouvrage,
une idée de la psychiatrie dans laquelle on peut se reconnaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse donc pour la conférence. Non. Et puis, on reviendra pour la discussion tout à l'heure. Merci pour cette introduction très généreuse. Quand vous avez dit que j'étais inclassable, j'ai entendu incassable. Oui. Ça me plaisait beaucoup. Je viens d'être inclassable. Alors, je ne sais plus, Clément, si c'est vous ou si c'est moi qui ai proposé le titre, enfin en tout cas le sujet de cette... c'est moi, d'accord. Donc, archives, rencontres, croisements, hein, itinéraire d'une chercheuse en psychiatrie. C'est un retour sur environ 30 ans, quand même déjà, de travail dans les archives psychiatriques, que ce soit des fonds privés, des fonds publics, les archives nationales, l'administration asilaire, etc., etc. Alors c'est vrai que je suis en ce moment dans une période où on me demande beaucoup de faire des préfaces de mes anciens livres qui seront publiés en poche. Enfin, tout ça contribue à me faire dire que ça sent le sapin quand même, hein, parce qu'il y a toujours un retour sur... voilà. Mais si c'est moi qui ai proposé, c'est donc... voilà. 30 ans, alors 30 ans de livres qui ne portent pas tous sur la psychiatrie, vous l'avez même mentionné, hein, loin s'en faut. Parce que travailler l'archive psychiatrique, j'aime bien employer cette expression de travailler l'archive, hein, comme une cuisinière travaille la pâte, c'est très éprouvant. Il y a la fatigue de la manipulation des registres de la loi, par exemple, qui est donc de la loi de 1838, mais enfin tout le monde dans cette salle sait ça, qui sont énormes, difficiles à manipuler, il faut souvent être debout pour pouvoir lire, c'est pas simple. Les graphies sont difficiles à déchiffrer, bien souvent. Et puis il y a le laconisme de l'archive qui est aussi un obstacle, hein, quelquefois. Je ne compte plus les pages que j'ai lues qui se résument à manie incurable à maintenir. Ça, j'en ai vu des milliers. Et puis dans la page de la revue hebdomadaire ou mensuelle, même état, même état, même état, même état, même état. Mais évidemment, ce laconisme est un enseignement en soi. Je le regrette parce que je préférerais que les psychiatres parfois soient plus diserts, mais en même temps, ce laconisme est un enseignement, me donne une information. Me donne une information sur le manque de temps qu'on a à l'hôpital, sur voilà, la nécessité à gérer, hein, l'horrible mot, de plus en plus de patients, puisque le nombre de patients explose au XIXe siècle avec la construction des asiles, notamment sous le Second Empire. Alors, ces recherches, bien souvent, hein, aboutissent à des journées sans fruits, c'est-à-dire où on ne trouve rien, où on rentre bredouille. Bon. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Puis il y a la poussière. Bon, la poussière qui est poisseuse, qui est pénible. À une époque, j'avais même développé une sorte de maladie respiratoire qui m'inquiétait beaucoup. Et personne ne trouvait ce que j'avais. Je suis allée d'hôpitaux en hôpitaux. J'ai atterri finalement à Malakoff. On m'avait dit que la grande ponte des maladies respiratoires allait m'ausculter. Et elle a fini par me dire, écoutez, je suis désolée, mais je crois que vous êtes allergique aux archives. Alors je lui dis, docteur, vous remballez votre diagnostic, il va falloir me trouver autre chose, parce que sinon je suis au chômage. Donc c'est pas ça. Et en effet, ce n'était pas ça, c'était la coqueluche que j'ai eue à 36 ans, et ben je peux vous garantir que je ne le souhaite à personne. C'est pas drôle du tout. Alors, bon, il y a tous ces obstacles, ces complications qui sont inhérentes, hein, à l'archive en général et à l'archive psychiatrique en particulier. Sans compter que beaucoup de documents demandent des autorisations spéciales, des délais, comme vous savez, hein, c'est pour ça que je me suis concentrée sur le XIXe siècle. C'est donc lent et souvent un peu pénible. Il faut en plus être très systématique. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai naturellement, je suis très systématique et extrêmement têtue, donc ça m'a beaucoup servi dans ma vie, enfin surtout dans ces travaux-là.
Et à une époque, j'étais même devenue la terreur des appariteurs, parce que quand j'arrivais, ils savaient que j'allais dire « je veux tout voir ». Et systématiquement, ils me disaient « ce n'est pas possible ». Je disais « si, c'est possible. Je veux tout voir, de la salpêtrière, de l'année, temps, etc. Je veux tout voir ». Et ils étaient obligés de tout monter. Ou aussi, lorsque c'est devenu possible, parce qu'il y a 30 ans, on n'avait pas les téléphones portables et tout ça, de photographier. Je me souviens à la Bibliothèque nationale de France où j'ai exigé de photographier tout le cahier de ces très belles têtes d'aliénés qui a été faite par un certain Gabriel à la demande d'Esquirol et qui sont un extraordinaire témoignage sur la représentation de la folie, qui est un sujet en soi que je ne vais pas aborder ici, mais qui est un sujet passionnant. Mais surtout, la raison pour laquelle travailler l'archive psychiatrique est très difficile, c'est que c'est le fond de la misère humaine et de la détresse psychique. On ne consulte pas impunément ces fonds d'archives qui sont très, très durs à lire, je trouve, qui sont porteuses, les archives, d'immenses souffrances. Alors il y a évidemment aussi des choses drôles, des anecdotes, etc. Mais dans l'ensemble, il y a une détresse psychique considérable qui est difficile, je trouve, à supporter. C'est pour ça que j'ai espacé les livres que j'ai faits où il est question de psychiatrie. Entre ces deux-là, La Maison du Docteur Blanche et L'homme qui se prenait pour Napoléon, j'ai fait ma thèse, très tardivement, qui s'appelait La loi du genre, sur le concept du troisième sexe. Et évidemment, j'ai été redirigée naturellement vers la psychiatrie. Mais enfin, c'est une toute petite partie du livre. Voilà. Et j'ai actuellement plusieurs projets sur l'histoire de la psychiatrie. J'y viendrai peut-être à la fin si on a le temps. Donc c'est toujours quelque chose qui revient chez moi et qui continue de m'intéresser. J'y retourne. Alors je me suis demandé pourquoi j'y retournais systématiquement. Ben, pour une raison en fait très simple, c'est que je crois que la folie, alors je vais employer le mot folie sans le définir, hein, parce que je ne vais pas vous faire cet affront et puis cette bêtise aussi. Tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. La folie, c'est le creuset de toutes les questions fondamentales. Ça l'a toujours été pour moi. C'est-à-dire, à commencer par qu'est-ce que l'altérité, tout simplement. Qu'est-ce qu'on appelle la raison? Comment faire société? De quelle nature sont les frontières entre celui qu'on appelle le fou et puis l'individu normal? C'est une réflexion sur l'exclusion, la stigmatisation, mais aussi sur l'accueil, qui est une notion chère à Jean Houry, que je suis venue souvent écouter ici même, enfin pas à l'amphithéâtre Morel, lui il avait des très grands amphithéâtres. J'aurai l'occasion d'en reparler. Car cet itinéraire de 30 ans donc, de recherche dans les archives psychiatriques, qui est fait de grimoires, de vieux papiers, de livres de la loi, de dossiers médicaux, d'archives administratives, et jalonné de rencontres décisives, et Jean Houry en fait partie. Et qu'entre les archives et les rencontres, eh bien, il y a bien des croisements, justement. Et puis j'ajouterais en plus que les archives sont en elles-mêmes des formes de rencontres, avec des patients ou des patientes que je dois imaginer. L'imagination est très importante en histoire, très importante. Et avec lesquels je vis au quotidien lorsque je fais une recherche. Et puis il y a des situations dont je dois, en tant qu'historienne, restituer l'intérêt et la pertinence dans le cadre d'une réflexion plus générale. Alors, je ne vais pas donner le détail des livres auxquels vous pouvez vous référer, mais je vais expliquer comment je suis venue à ça, comment j'ai travaillé, quelle a été l'importance de l'archive dans toutes ces recherches, l'importance décisive. Donc j'ai abordé les archives psychiatriques pour la première fois à la toute fin des années 90, c'était 98, 19 par là.
Lorsque je me suis lancée sans aucune méthode apprise et sans aucune formation, hein, ni d'historienne ni de rien du tout, dans cette recherche. Alors ici je vais faire une parenthèse, en soi ça n'a aucun intérêt, mais je crois que c'est un élément biographique qu'il faut comprendre parce que sinon on est perdu. Enfin, je crois. Donc je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai passé mon baccalauréat à 18 ans, comme tout le monde. Je l'ai eu de justesse. Je détestais l'école. J'ai toujours détesté les études. Et donc, je n'en ai pas fait. Et j'ai travaillé à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. J'ai été journaliste, critique d'art. Bon, et à une année, dans les années 90, 96, 17, j'ai été invitée à l'école des Beaux-Arts, à Paris, pour faire un cours sur la critique d'art. Et là, patatras, moi qui avais toujours détesté l'école, l'université, tout ça, je me rends compte que j'adore enseigner. Hein, en anglais, il y a cette formule qui est « on the other side of the desk ». Alors quand je suis dans ce sens de bureau, je suis ravie. Voilà. Donc je découvre ça, je suis bien embêtée parce que je n'ai aucun diplôme et donc je ne peux postuler à aucun poste. D'abord en France, c'est hors de question, je ne suis pas normalienne, je ne suis pas agrégée, donc je n'existe pas. Bon, alors il faut trouver une sorte de palliatif. J'ai mis du temps à le trouver parce qu'entre temps j'ai écrit donc La Maison du Docteur Blanche, hein, toujours sans diplôme, sans méthode, sans rien, et un autre livre qui s'appelle Passage de l'Odéon, sur deux libraires magnifiques qui s'appelaient Adrienne Mollier et Sylvia Beach. Et finalement, grâce à une amie qui m'encourage, elle me dit tu pourrais passer le diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales qui correspond au cas atypique, vous savez c'est comme les appartements atypiques, hein, c'est ceux qui sont invendables, qui était mon profil, disons, voilà. Puisque j'avais déjà écrit des livres, on m'a donné une sorte de passe-droit qui m'a évité de faire une licence, une maîtrise et un DEA, ce qui m'arrangeait beaucoup. J'ai passé ce diplôme et ensuite de ça, je fais court hein, parce que bon, j'ai été invitée dans un institut qui s'appelle l'Institute for Advanced Study à Princeton, où j'ai écrit ma thèse. Donc, vous faites le résumé, je n'ai jamais suivi aucun cours, puisque à peine je devais rentrer dans l'école doctorale que je vais à Princeton pour écrire ma thèse. Et la thèse que j'ai écrite, je l'ai soutenue à mon retour en 2006, alors il ne faut pas le dire, mais enfin, maintenant c'est fait, hein. Cette thèse je l'ai écrite en 1 an, bon ça c'est... Bref, une thèse ça met 4-5 ans au minimum. Je l'ai soutenue, elle a été publiée et j'ai été embauchée à UCLA dans la foulée. Donc je me suis retrouvée au mois de janvier, enfin en 2006, à UCLA, avec une thèse, hein, je ne l'ai pas trouvée dans une poubelle, je l'ai bien écrite, mais sans avoir jamais suivi aucun cours, donc sans aucune méthode. Et alors pendant très longtemps, les étudiants me disaient, c'est drôle, vous n'enseignez pas comme les autres. Ça, c'est peut-être un peu normal. Voilà, donc c'est une parenthèse biographique pour vous expliquer que la méthode que je vais vous exposer, elle n'est surtout pas à suivre. Hein. C'est quelque chose que j'ai inventé sur le tas, mais qui n'est pas recommandable du tout. Donc, cette trajectoire dite atypique a été déterminante dans ma façon d'aborder l'archive. C'est pour ça que j'ai fait cette précision. L'archive, c'est-à-dire le document brut. Et donc, sans formation, j'ai été obligée d'inventer une méthode personnelle qui s'est avérée donc rigoureusement contraire à ce que la formation d'historien préconise. Et qu'est-ce qu'elle préconise? Elle préconise très logiquement de commencer par établir une bibliographie, de définir le cadre théorique de son sujet, puis d'aller aux archives, une fois qu'on a identifié les fonds, pour vérifier des hypothèses et voilà, développer son sujet. Et il se trouve que j'ai toujours fait rigoureusement l'inverse en commençant par l'archive. Alors, je ne l'ai pas faite pour me rendre intéressante, je ne savais pas comment faire. Il me semblait que aller à l'archive, c'était aller à l'essentiel. C'est un peu bécassin de dire ça comme ça, mais il y a peut-être quelque chose de vrai. En tout cas, j'ai toujours maintenu ce postulat. C'est-à-dire que
c'est l'archive qui, j'allais dire, dans sa sonorité, me donne le là, c'est-à-dire le ton, et partant détermine le sujet de mon livre. C'est-à-dire que toujours je me laisse guider par l'archive, et surtout, et là c'est là où c'est un peu dangereux, par sa force poétique. Je crois qu'on néglige ça, pas tout le monde bien sûr. Arlette Farge a écrit un livre immense sur cette question du goût de l'archive. Et sa force poétique est pour moi porteuse de sens, bien entendu. C'est-à-dire que je suis professeur de littérature, alors j'ai une thèse en histoire et j'enseigne la littérature et j'écris sur la psychiatrie. Il faut se débrouiller avec ces trois choses-là. Et je crois que je lis l'histoire en littéraire et la littérature en historienne. Mon histoire de la psychiatrie, je la fais, j'ai envie de dire, à l'oreille. Et cette oreille est particulièrement sensible à la répétition. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un motif se répète, je dresse l'oreille. Dans le livre... Je crois que les auditeurs aussi sont obligés de dresser l'oreille. Pardon ? Il y a une interruption ? Vous entendez bien en ligne ? On entend très bien, oui. Donc, la répétition, pour moi, est quelque chose de très signifiant. Je donnerai deux exemples. Justement, je parlais de ce livre sur Adrienne Monnier et Sylvia Beach, qui sont ces deux libraires de la rue de l'Odéon. Quand je suis arrivée à l'IMEC, qui est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, où étaient conservées toutes les archives d'Adrienne Monnier, c'est-à-dire, alors je ne sais plus maintenant, mais il y avait au moins, je dirais 120 cartons, c'est beaucoup, toute la correspondance avec les écrivains de l'entre-deux-guerres, c'était considérable. Fidèle à mon obsession, j'ai commencé par le carton numéro 1 jusqu'au carton 120, et arrivé au 12e carton à peu près, bon, je remarquais qu'elle parlait beaucoup de nourriture. Elle parlait de nourriture, de poulet rôti, d'éclairs au chocolat, etc., etc. Évidemment, je n'ai pas pris de notes, hein, c'était pas mon sujet. Mais quand j'ai vu que ça se répétait, que c'était une obsession chez elle, alors j'ai recommencé, c'est-à-dire que je suis repartie au carton numéro 1, et j'ai commencé à noter tout ce qui concernait la nourriture. Et ça a donné le premier chapitre de mon livre, qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, « Les potassons savent ce qui est bon », et qui est sur le rapport entre la cuisine et les lettres. Vous voyez, ça c'est un exemple qui me semble éclairant, voilà, sur cette méthode qui n'en est pas une, hein. Mais voilà, a priori la cuisine ça n'a pas grand chose à voir avec la littérature, chez elle c'est déterminant, et c'est en reprenant tout le fond que j'ai pu le prouver d'une certaine façon. Dans L'homme qui se prenait pour Napoléon, il y a un exemple alors là aussi très, très fort, c'est que j'ai essayé de commencer en 1789. En 1789, il y a quand même très peu de documents, mais enfin bon, il y en a quelques-uns. Et puis, bon, je suis allée jusqu'en 1870. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'il y avait une obsession, une rémanence très forte, jusqu'au début du Second Empire, sur la décapitation. Bon, alors là, évidemment, c'était facile, hein. Premier chapitre, 1793, ou comment perdre la tête, parce qu'il y a quand même un rapport très évident. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'élucubration, c'est pas seulement des jeux de mots, c'est des choses qui sont très concrètes. Voilà. Alors, comme je le disais il y a 5 minutes, je ne recommande cette méthode à personne. Commencer par l'archive, c'est se jeter à corps perdu dans une masse d'informations dont on ne sait pas si elle a été publiée, et prendre le risque de perdre du temps à recopier des choses déjà connues. C'est quand même un risque majeur. Alors, dans le cas du docteur Blanche,
je savais qu'on n'avait pas trouvé les archives. Je savais que personne ne les avait trouvées. Donc forcément, une fois que je les ai trouvées, là, je savais que je pouvais travailler intensément sur ces documents extraordinaires. Mais bien souvent, c'est impossible de savoir ça. On n'a pas la science infuse. Donc, c'est un risque. Et puis, c'est avancé en aveugle. J'ai beau dresser l'oreille, hein, mais quelquefois, on n'y voit rien. Hein. En se privant d'un savoir indispensable, et donc rater aussi des références par ignorance. Par ailleurs, se fier à son oreille peut jouer des tours et ouvrir la voie à une forme de surinterprétation poétique, hein, dont il faut se méfier aussi. Je crois néanmoins qu'il ne faut pas négliger cette force brute de l'archive. Alors attention, je ne suis pas une fétichiste de l'archive, je ne dis pas que toutes les archives ont cette force brute. Vous savez, il y a toujours ce frisson de l'inédit, hein. On se dit, ah là là, un document inédit. Mais ça ne veut rien dire le document inédit, hein. Il y a beaucoup de documents inédits, et heureusement qu'ils le sont, parce que ça n'a pas d'intérêt. Hein. Donc l'inédit n'est pas une qualité en soi. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'intérêt. Alors, dans le cas de l'archive psychiatrique, il y a un niveau d'attention qui nécessite une très grande vigilance. D'une part, on a affaire à des documents longtemps protégés par le secret médical. On est au cœur de l'intime, et je dirais même du plus intime, du plus secret d'une personne et d'une psyché. Mais il y a aussi une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est que le délire rapporté, alors je parle du délire rapporté parce qu'en effet, Clément l'a rappelé, le texte en effet ça m'intéresse, hein, là, le verbe ça m'intéresse, mais dans le délire il peut y avoir des gestes, il peut y avoir des actes, il peut y avoir beaucoup de choses qui ne sont pas verbales bien sûr. En tout cas le délire rapporté n'est pas porté par la, c'est une évidence, mais je préfère la souligner, n'est pas portée par la voix de l'aliéné. Elle est reformulée par celle du médecin. Le médecin, c'est lui le scribe, hein, c'est lui l'interprète, qui donne une forme au délire. Alors, il peut être très fidèle à la réalité de ce délire, il peut aussi en faire, comme j'ai vu souvent. Alors quand j'ai vu souvent, je n'y étais pas, je ne peux pas savoir si ce récit est biaisé, mais enfin on entend aussi, surtout au XIXe siècle, et certainement la même chose au XXe et au XXIe, des récits qui sont d'abord très lourds de jugement, hein, parce que, au risque de vous choquer, les psychiatres ont aussi un inconscient. Et ces difficultés, toutes ces difficultés cumulées dont je parle depuis le début, je crois, sont de nature à éloigner, beaucoup, à mon grand regret, beaucoup de gens des archives psychiatriques. D'une part, les historiens et les historiennes qui ne se sentent pas armés, ou suffisamment armés en matière de psychopathologie clinique, ce qui est bien compréhensible, et les psychiatres qui ne se sentent pas assez formés à la méthode historique. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette parenthèse biographique, n'ayant aucune formation d'aucune sorte, j'ai commencé avec l'inconscience des néophytes. Hein, vous connaissez cette fameuse phrase attribuée à Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est donc en autodidacte, et c'est pas un mot que j'aime, hein, mais bon, c'est quand même celui-là qui convient, que je me suis lancée donc dans l'histoire de la maison du docteur Blanche, maison de santé établie à Montmartre puis à Passy, où se sont succédés les docteurs Esprit Blanche, le bien nommé, et son fils Émile. Alors, bien sûr, comme chacun sait, et beaucoup d'entre vous le savent ici, je suis sûre, on ne s'intéresse pas impunément ou par hasard à la psychiatrie. Il y a toujours une raison personnelle, intime à cette recherche,
Alors je vais garder la confidentialité de cette raison, mais je peux au moins expliquer le contexte de mon intérêt pour les blanches. En 1996, j'ai sorti un livre qui s'appelait Le Paris des écrivains, qui est tout simplement l'image de Paris par des écrivains français étrangers du 19e et du 20e siècle. C'était un livre collectif que j'ai dirigé, même si j'ai écrit beaucoup de chapitres de ce livre, dont celui qui portait sur Nerval. Alors, Nerval, histoire connue parmi les écrivains fous, mais pas si renseigné que ça. Jacques-Émile Blanche, donc le fils de Émile Blanche, le petit-fils d'Esprit Blanche, qui était un artiste, un ami de Marcel Proust, c'est lui qui a fait le seul portrait à l'huile qu'on connaisse de Marcel Proust, vous savez, avec l'orchidée blanche à la boutonnière. Dans ses souvenirs, qui s'appelle la pêche aux souvenirs, déclare que son père, le docteur Émile Blanche, a tout brûlé. Il a brûlé ses secrets d'atroce misère, comme il dit, il aurait brûlé tous les dossiers médicaux, tout, etc. Mais c'était sans compter évidemment les fameux livres de la loi, dont j'ai découvert l'existence à cette occasion, c'est vous dire l'état de mon ignorance à l'époque, et que les établissements normalement sont tenus de garder. Alors il suffisait de remonter la raison sociale maison du docteur Blanche pour aboutir à une clinique qui existe toujours, une clinique privée qui est à Crosne, qui s'appelle la clinique Château du Bel-Air, et qui en effet avait hérité des fameux livres de la loi. Mais alors évidemment, la première identification, ça c'est déjà une bonne nouvelle, mais après il faut y accéder. Alors là, il y a aussi un autre problème par rapport à tout ce que je disais avant. Très souvent, alors je ne veux pas être méprisante ou comment on dit, désinvolte en disant ça, souvent les gens qui ont des archives privées, et c'est valable dans tous les domaines, ne savent pas ce qu'ils ont, n'évaluent pas la valeur de ce qu'ils ont, et n'évaluant pas la valeur, sont persuadés d'être assis sur un trésor. C'est très souvent faux. Il se trouve que là, c'était vrai. Et on lâche difficilement les trésors, forcément. J'ai téléphoné sans résultat au directeur de cette clinique, jusqu'à ce qu'une secrétaire, je vous dis, il faut être très très têtu, une secrétaire miséricordieuse me donne le truc, c'est-à-dire que le psychiatre, directeur, ne répondait qu'au fax. Donc j'ai écrit un fax. Et j'ai pu accéder à ce fonds d'archives extraordinaire qui compte 12 volumes, 12 registres, qui couvrent presque tout le 19e siècle, et livre des renseignements inestimables sur une maison de santé privée qui a donc accueilli entre autres Nerval, Gounod, Marie Dagout, Théo Van Gogh, une bonne partie de la famille Halévy et Maupassant. Alors, dit rapidement comme ça, bon, on se dit voilà, mais il faut comprendre, et c'est l'argument un peu discutable que j'avais utilisé lorsque j'ai fait mon laïus devant les représentants de commerce de la maison d'édition, parce que d'abord c'est un livre dont personne ne voulait, aucun éditeur n'a voulu. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un éditeur. Et donc à la réunion de représentants, on m'a dit qu'il va falloir les chauffer parce que bon, la maison de Docteur Blanche, ça n'intéresse pas grand monde. Et donc j'avais pas trouvé d'autre moyen que de leur dire, imaginez-vous une clinique où il y aurait Solers, Modiano, Annie Ernaux, Pascal Dussapin et Pierre Soulages. Voilà. Alors ça fait un peu pipolisation de la psychiatrie, mais enfin, finalement, bon, après le livre a eu sa petite carrière. Alors évidemment, l'intérêt des archives de la maison de Docteur Blanche, c'est pas seulement d'éclairer le destin de personnalités célèbres, bien sûr. Surtout, ce qu'elle montrait, une fois de plus, je ne vais pas
aller dans le détail de ce livre que vous trouverez facilement dans n'importe quelle bibliothèque municipale. Elle montrait le fonctionnement d'un établissement privé par rapport à la grande machinerie de l'hôpital, hein, à une époque où la psychiatrie essaye, avec beaucoup de difficultés, de s'imposer comme science, notamment à travers les expertises auprès des tribunaux, comme l'a très bien montré Jan Goldstein dans ce livre admirable qui s'appelle « Consoler et classifier », qui a été publié en 1997. Donc, ces précieuses et trop rares sources privées nuancent une vision trop souvent manichéenne du psychiatre qui, pour le grand public, est une sorte de mage en noir, bien souvent assimilé, en tout cas dans l'imagerie populaire, à un homme brutal, obtus, une sorte de geôlier et de bourreau tout ensemble. Alors, 30 ans de recherche dans les archives psychiatriques m'ont surtout appris que les psychiatres sont des hommes désespérés. Alors je dis des hommes évidemment parce qu'au XIXe siècle il n'y a pas de femmes médecins, mais il y a des femmes qui tiennent des pensions, comme Madame Rivet, qui était la fille du docteur Alexandre Brière de Boismont, qui accueillera entre autres Adèle Hugo. Mais je n'ai pas trouvé les archives de Madame Rivet, ça m'intéresserait beaucoup. Donc, le fonctionnement d'un établissement privé dont je vais expliquer la spécificité par rapport donc à cette grande machinerie de l'hôpital. Couplé avec les archives personnelles de la famille Blanche, conservées à la bibliothèque de l'Institut de France, les archives de la clinique éclairaient d'un jour nouveau l'esprit d'une maison de santé, à la fois typique du XIXe siècle, et exceptionnel dans son époque. Alors, l'idéologie, les méthodes, le traitement moral, l'hydrothérapie, etc., sont les mêmes qu'à l'hôpital. Mais avec une petite centaine de patients et un personnel nombreux, les Blanches offrent aux malades et aux familles une denrée très rare, et ça concerne la psychiatrie d'aujourd'hui aussi, et comment elle leur offre du temps. Alors, je ne dis pas que le temps est la seule différence qui marque l'établissement privé de la maison publique, de l'hôpital public, mais ça compte énormément. Les Blanches eux-mêmes ne sont pas des théoriciens aux intuitions rares, ni même d'inventifs cliniciens, comme ont pu l'être Esquirol ou Charcot par exemple. Ils sont le reflet de leur époque, qui va de 1821, date de la maison de santé, de la fondation de la maison de santé, pardon, à 1893, qui est la date de mort d'Émile Blanche. Et c'est précisément ça qui les rend intéressants, d'être exceptionnels et tout à fait typiques en même temps. Alors, c'est encore et presque exclusivement, alors là pour le coup, sur l'archive que se fonde le deuxième livre que j'ai consacré à la psychiatrie, L'homme qui se prenait pour Napoléon, c'est-à-dire que j'ai consacré exclusivement à la psychiatrie, et qui est sous-titré « Pour une histoire politique de la folie ». Mais cette fois, les sources étaient autrement diversifiées, puisque j'ai pris sur la période 1789-1870 les archives des grands asiles de la Seine, la Salpêtrière, Bicêtre, Charenton et Sainte-Anne à partir de 1867. Pour Sainte-Anne, je veux dire. Alors c'est un livre que je serais incapable de refaire aujourd'hui. La fatigue, le travail que ça a demandé, j'aurais pas la capacité physique de recommencer ça. Je ne le regrette en rien, c'est un livre que j'ai adoré faire, mais qui a été très 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 difficile. Très difficile à compiler, à construire, voilà. Mais qui m'a donné de grandes joies. Mais ça a été très dur. Et c'est une phrase d'Esquirol qui m'en a donné le sujet. La phrase, je vous la cite, c'est dans son grand livre, Des maladies mentales, qui ramasse beaucoup d'articles qu'il a écrits avant. Là, c'est en 1816 qu'il écrit ça.
ce qui est d'autant plus intéressant, et il dit « L'influence de nos malheurs politiques a été si constante que je pourrais donner l'histoire de notre révolution depuis la prise de la Bastille jusqu'à la dernière apparition de Bonaparte par celle de quelques aliénés dont la folie se rattache aux événements qui ont signalé cette longue période de notre histoire. » Autrement dit, ce que dit Esquirol, assez simplement, c'est qu'on pourrait faire l'histoire de France à travers les registres des Indiens. Et cette idée m'a paru lumineuse, en ceci que, bien évidemment, comme dirait Deleuze et Guattari, on ne délire pas seulement papa et maman, on délire le monde, et en particulier les événements politiques. Donc, la question, grammaticalement fautive, qui est comment délire-t-on l'histoire, c'est ça qui a guidé toute ma recherche. Une fois de plus, je vous rappelle, avec cette méthode folle de commencer par l'archive, de dire, bon, alors maintenant, comment on va délirer l'histoire? Il faut que je lise, il faut que je me rende compte, non seulement de l'apparition des événements politiques dans le discours du fou, mais comment la politique de la folie, la politique appliquée par les psychiatres, intervient dans tout ça. Donc il y avait une sorte de double mouvement, l'inquiétude politique portée par le délire et une autre inquiétude politique pour réprimer ce délire de la part des psychiatres. Parce que les psychiatres qui ont un inconscient ont aussi des opinions politiques. Ils font aussi partie d'un gouvernement. Et au XIXe siècle, c'est très important. Ils sont nommés par les gouvernements. Donc forcément, ça demandait une double lecture assez fastidieuse. Enfin, je veux dire, il fallait vraiment être... Je ne pouvais pas baisser la tension, il fallait tout le temps que je sois réveillée. Quel impact les événements politiques ont-ils sur les esprits? Quel est le rôle des psychiatres dans l'interprétation de ce qu'on pourrait nommer les psychoses politiques? Qu'est-ce que c'est que la folie révolutionnaire contre ce qu'on appelle, après tout, la raison d'État? Le 19e était un champ, et toujours un champ extraordinaire, c'est vraiment le siècle de toutes les révolutions, 1789 jusqu'en 93 au moins, 1830, 1848, 1870. C'est un champ considérable que j'aurais aimé idéalement pousser jusqu'à 1914. Alors là, ça devenait vraiment... On basculait dans autre chose, dans la mécanisation, dans la vitesse, dans une autre forme de clinique. Il y avait... La psychanalyse commençait, en tout cas en France, timidement, mais enfin, quand même. Donc on basculait dans autre chose. Mais j'aurais bien aimé pousser jusque-là, notamment à cause de l'impact de la guerre, bien sûr, de la Grande Guerre. Et puis, dans tous mes livres, j'ai des chapitres rentrés. J'ai le chapitre que je regrette de ne pas avoir écrit, faute de temps, Au bout d'un moment, ce livre grossissait, c'est un gros livre, ça devenait trop dense. Il y avait un chapitre qui s'appelait « Les fatigues de la guerre ». C'est une expression qu'emploient les psychiatres. Il est victime des fatigues de la guerre. Alors, les fatigues de la guerre, c'était souvent... dans les colonies que ça se passait. Je vous rappelle que l'Algérie est colonisée en 1830 et qu'il y a des gens qui reviennent dans un état un peu douteux. Et l'explication, 9 fois sur 10, c'est qu'il a eu un coup de soleil. Le soleil de l'Algérie était trop brûlant. Je soupçonne qu'il y avait d'autres choses, j'aurais pu creuser un peu plus. J'avais commencé à accumuler des informations là-dessus, et quand le livre est sorti, il me semblait que la question ouvrait des possibles, et j'étais persuadée qu'on allait s'emparer de ce champ et puis de développer autour de cette question, disons, matricielle, comment délire-t-on l'histoire, et que des étudiants, des spécialistes allaient continuer le travail. Mais en fait, il ne s'est rien passé. J'étais très déçue de ça, un peu triste. Et là maintenant, donc ça fait 15 ans,
il y a des étudiants qui viennent me voir et qui commencent à développer ces questions dans des régions ou des temporalités particulières. Il y en a un qui travaille par exemple sur la Nouvelle-Calédonie, à qui j'ai donné tout ce que j'avais trouvé justement sur les fatigues de la guerre, pour que ça serve, pour que la recherche continue. Voilà. Évidemment que la question coloniale a donné évidemment lieu à des réflexions historiques, mais je trouve que voilà, il y a tout l'espace pour ça. Hein. J'aurai 30 ans de moins, je continuerai dans cette veine. Voilà. Donc, délire, en tout cas, fantasme, je sais pas, des décapitations qui sont sous le nez des patients. Hein. Pinel était au pied de l'échafaud quand Louis XVI a été décapité. Et puis, bon, on découvre aussi des choses, il y a un chapitre qui s'appelle Morbus Democraticus, hein, la maladie démocratique, c'est quand même un concept qui a fait florès pendant un certain temps. Ça vous donne quand même l'idée de ce qu'on peut associer à la psychose, la démocratie. Hein. Et puis la commune, avec le même Alexandre Brière de Boismont que je citais tout à l'heure, qui avait quand même demandé au gouvernement de construire des asiles exclusivement pour les communards. Donc ça va quand même très très loin, hein, dans l'assimilation de l'élan révolutionnaire avec ce qui est nécessairement une maladie, hein, que le progrès. En tout cas, la volonté de changer les règles est une chose assez insupportable pour qu'elle soit considérée comme une maladie mentale. Et ce qui, évidemment, bon, ça tout le monde le sait, que la psychiatrie est une discipline politique. On ne peut pas... c'est vrai de tous les temps. Hein. Avec, évidemment, cette ambiguïté de ce mot d'asile qui est à la fois un refuge. Moi-même, j'adore les asiles. Dès que j'arrive dans un asile, je ressens comme une détente. C'est très curieux. Là encore, ça me l'a fait. J'arrive, je me sens bien. Quoi. Donc il y a quelque chose, je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dedans, c'est pas que je suis sûre, c'est que c'est établi. Enfin, mais qui aussi peut évidemment ressembler à une prison, voire pire. Bon. Alors, cette recherche, hein, le docteur Blanche, l'homme qui se prenait pour Napoléon, l'établissement privé avec une remarquable continuité et donc une unité d'action de lieu et de temps, hein, et puis l'hôpital public sur un siècle, hein, sur le même siècle d'ailleurs, une maison, plusieurs établissements, une élite artistique. Tous les gens qui allaient chez le docteur Blanche, je n'ai pas précisé ça, mais bien sûr c'était une maison payante et chère. Hein. Tout le monde ne pouvait pas aller chez le docteur Blanche. La mère de Baudelaire avait songé un temps à le mettre, puis il avait eu un accident ischémique, il n'était pas fou du tout. Mais, et puis elle a renoncé hein, pour des histoires financières. Les Blanches pouvaient soigner gratuitement. Nerval a été soigné gratuitement, hein, en grande partie, parce qu'il n'y avait pas les moyens de payer. Donc l'élite artistique chez les Blanches, et puis alors, je vais dire, le peuple dans les hôpitaux. Charenton étant un cas un peu particulier, puisqu'on y accueille justement les artistes, beaucoup, le frère de Eugène Hugo, le frère de Victor, hein, y était, Mérion, le dessinateur, maintenant ça m'échappe, il y a eu beaucoup de, évidemment, Sade, hein, à Charenton. Les fonctionnaires, donc, et certains artistes, et les officiers, les militaires. Alors, le point commun, quand même, de tout ça, c'est la parole. Hein, c'est la parole, c'est-à-dire, oui, en effet, je m'intéresse au texte et je m'intéresse à la parole, alors, la parole du fou, retranscrite par le psychiatre, j'insiste toujours. Et cette parole, c'est celle qui me soucie aujourd'hui, parce que je crois qu'elle s'étiole,
et qu'on y fait de moins en moins attention. Alors, j'espère me tromper, mais des indices me font penser que j'ai peut-être pas tort. Alors, cette prise en compte de la parole, je l'ai observée, moi, vraiment nez à nez avec les archives pendant tant d'années. Quand on regarde les registres de la Maison Blanche, qui sont bien développés, ou les rapports d'expertise médico-légale d'Émile Blanche, tout ça révèle l'intérêt croissant de la psychiatrie pour l'archéologie des névroses et ce qui allait devenir les préoccupations majeures de l'œuvre freudienne, le rôle de l'enfance, l'origine des traumatismes, les pulsions inconscientes, etc. etc. Alors je l'ai dit, Émile Blanche n'a pas fait œuvre de précurseur, à l'heure où la psychanalyse est encore loin de constituer un système de pensée, mais dans le détail de ses descriptions et la qualité de ses observations, il y a des pistes, des éléments qui affleurent comme un motif en cours de révélation, si on peut dire. Et je trouve, alors dans une moindre mesure, mais quand même, la même inquiétude dans l'hôpital public. Comme je vous l'ai dit, l'hôpital public a un problème, c'est qu'il y a, je crois qu'on passe de 5 000 à 50 000 patients dans la première moitié du 19e siècle. C'est considérable, considérable. On construit des asiles, plus on construit d'asiles, plus il y a de patients, etc., etc. Et Moreau de Tours, qui est un grand médecin, a dit cette phrase qui m'a beaucoup frappée en 1845. Si les malades parfois ont parlé, on n'a pas fait assez compte de ce qu'ils ont dit. Alors, les malades parlent, et souvent les psychiatres disent, bon, alors il faut les écouter avec patience, et sans les interrompre. On sent un petit peu que, bon... Et puis, il y a quand même cette idée qu'on n'a pas fait suffisamment cas de ce qu'ils ont. C'est donc que la parole de la folie, disons, a quelque chose à dire. Sur la société, sur l'humanité, sur beaucoup de choses. Et cette parole rapportée par le psychiatre, cette parole folle et captive des murs de l'asile, je crois, est un élément indispensable pour comprendre la société et ses dysfonctionnements. Alors, à l'intérieur d'une société qui parle de plan de santé mentale, qui entend dépister des comportements délinquants et anormaux dès la maternelle, en se fondant sur des questionnaires à choix multiples, etc., etc., la parole folle, avec ses enseignements, ses détours, ses souffrances, peine de plus en plus à se faire entendre. Et moi, je viens des États-Unis, je vois bien comment ça se passe aussi. Dans un monde globalisé qui n'a plus le temps d'écouter et d'engager le dialogue. La médication, qui est dans bien des cas indispensable, je ne suis pas contre la médication, bien évidemment. Des soins par thérapie virtuelle, où l'image et la simulation ont pris le pas sur les mots, ont abrasé cette parole devenue peut-être inaudible et en tout cas illisible. Parce que, on en parlait encore tout à l'heure, on se débarrasse d'archives devenues trop encombrantes. Depuis l'ouverture des dossiers aux familles des patients, eh bien, les psychiatres, par mesure de discrétion et de protection du secret médical, limitent leurs commentaires au strict minimum, en se conformant au code élémentaire du tout-puissant DSM. Vous pensez bien qu'il fallait que je garde le meilleur pour la fin. Si bien qu'un livre comme L'homme qui se prenait pour Napoléon n'est pas faisable sur l'époque actuelle. C'est impossible, faute de matériaux disponibles. Alors bon, faute de matériaux disponibles, ça embête les historiens, mais peut-être ça n'embête
plus personne. Mais de cette réduction au silence, alors là il faudrait parler de Foucault, hein, qui a parlé de la réduction au silence des patients, qui serait peut-être désenchaînés physiquement, mais qui seraient réenchaînés par le discours autoritaire du psychiatre. Eh bien, ce silence, il n'était pas si silencieux que ça. Il y a de la parole, il faut aller la chercher, il faut aller la trouver, il faut la consigner, il faut la garder, il faut la relire, il faut en faire quelque chose. Pour que tout ça ne se dissolve pas dans l'indifférence. Alors bien entendu, ce n'est pas le cas partout. Et c'est là, je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, allez-y. Oui, ça va. Il faut que je m'arrête pour dans un quart d'heure. Oui, très bien. Voilà. Dans la conclusion de L'homme qui se prenait pour Napoléon, j'évoque Jean Houry, donc c'est la personne de Jean Houry, que j'ai eu la grande chance de rencontrer à l'occasion de la sortie de ce livre et de faire un dialogue avec lui aux journées de Blois, aux journées de l'histoire de Blois. Et Houry disait une chose, entre autres, il a dit beaucoup de choses, mais il disait une chose, entre autres, il disait « l'antipsychiatrie a pris le pouvoir ». Quand il dit ça, moi je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire, l'antipsychiatrie a pris le pouvoir. Et au fond, j'étais bien obligé de me rendre compte qu'il avait raison, puisqu'il parlait de cette collusion très malheureuse entre alors souvent on dit, enfin quand on ne connaît pas bien les choses, on dit oui, Houry l'antipsychiatre, il aurait été horrifié d'entendre ça. Lui se disait médecin, psychiatre, absolument psychiatre. L'antipsychiatrie peut avoir des choses passionnantes à dire, bien sûr, et qui, pour aller très vite, voulait changer l'asile et à terme le faire disparaître, ne servait pas la même cause, mais aboutissait au même résultat que le monde le plus capitaliste et le plus échevelé, l'Amérique de Reagan notamment, qui voulait l'abolition des asiles psychiatriques. Alors en effet, il y a une sorte de rencontre malheureuse entre un projet capitaliste qui supprime l'asile parce que ça coûte trop cher, et les antipsychiatres qui disent il ne faut plus d'aller. Alors le résultat, quoi? Où sont les patients? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, il m'a éclairé sur cette question difficile, et il m'a amené à réfléchir sur l'histoire de la psychiatrie elle-même. J'ai passé du temps à la clinique de Laborde. J'ai énormément appris là-bas. J'avais l'impression que j'étais dans des archives vivantes, d'une certaine façon. Et j'ai pu le voir aussi à l'œuvre, le regard qu'il avait sur les patients, sur sa façon de faire les diagnostics, ou simplement dans la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est une de ses grandes obsessions. Si vous avez eu l'occasion de voir les entretiens avec lui, qu'il peut y avoir même, je crois, sur Internet, ou des livres d'abord qu'il a écrits, et puis des livres d'entretien, c'est tout à fait passionnant. Et c'est une anecdote, mais je crois qu'elle est très éclairante. Vous savez, il faisait des réunions qu'il appelait pitchoum, en référence à Brecht. Et donc, selon le principe de Laborde, on ne distingue pas les médecins, les infirmiers, les patients, etc. Et donc, on était tous autour d'une table, on devait être une trentaine, ou quelque chose comme ça. Et il y avait une schizophrène qui m'avait prise comme ça en affection, qui me parlait souvent, etc. Et elle était à côté d'Houry, moi j'étais dans le fond, je regardais tout ça. Et à un moment donné, très agitée, elle dit docteur, vous ne trouvez pas que Laure, elle ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à la meilleure amie de ma mère? Alors moi j'étais au fond, je ne bougeais pas, je regardais, surtout je regardais Houry. Alors il était très âgé à l'époque, il était très voûté comme ça. Alors il était comme ça. Et il a fait ça, parce que je crois vraiment que c'est très... Enfin c'est très signifiant. Cette histoire-là m'a appris beaucoup de choses. Alors très lentement, il a regardé la jeune femme, vraiment comme ça.
m'a regardé, et puis s'est retourné vers la patiente. Tout le monde m'attendait, hein. Il m'a regardé, et puis il s'est retourné vers la patiente et il lui a dit « Vous trouvez ?» Et c'était fini. C'était fini. Bon, pour moi, ça c'est du génie clinique, quoi. Vous trouvez. Voilà. Alors il n'a pas nié la possibilité que je puisse ressembler comme de Boudot à la meilleure amie de sa mère. Il a juste pris son temps, voilà, ce fameux temps, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi là-dessus. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'elle était guérie, mais en tout cas, ça allait mieux. Donc, voilà. Ça me rend toujours heureuse de rendre hommage à cet homme extraordinaire. Donc je suis venue écouter beaucoup ici, hein, et où je l'avais dit, il y a beaucoup de gens jeunes qui vous écoutent et qui ne sont pas nécessairement au courant de tout le détail des concepts que vous manipulez. Et j'avais à un moment donné l'ambition de faire une sorte de glossaire, quoi, pour entrer dans l'œuvre d'Houri, qui est quand même assez complexe. Bon, ça n'a pas vu le jour, mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance de le connaître. Alors, cette entrée dans l'archive vivante, sur laquelle je voulais conclure cette petite intervention, m'a amené évidemment à réfléchir d'une autre façon sur l'histoire de la psychiatrie elle-même, pour un livre que j'avais envisagé d'écrire à l'époque avec Pierre de Lyon. Je ne sais pas s'il est il suit par Zoom. Si c'est le cas, je le salue. On avait cette idée avec Pierre de Lyon, donc Pierre de Lyon qui a dirigé le CHU de Lille, hein, qui est le grand spécialiste de l'autisme, et qui partait du concept de révolution symbolique. Voilà. Alors je vais terminer sur ce projet que j'ai gardé dans mes malles, hein. Je n'y renonce pas. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, quand ni comment, mais enfin. Et donc je vous le soumets peut-être on pourra parler ensuite, poser des questions. Vous avez des questions, quoi. Selon Bourdieu, une révolution symbolique est une révolution qui est devenue invisible car elle a changé nos catégories de perception. Pinel est le premier à avoir réussi, dans l'histoire de la psychiatrie bien sûr, cette révolution symbolique en donnant naissance, qu'on le veuille ou non, à la psychiatrie moderne et en instituant le traitement moral. En 1960, Foucault, dans son Histoire de la folie à l'âge classique, dénonce cette révolution symbolique en l'accusant d'être une révolution conservatrice. Comme je disais, hein, Pinel enchaîne les fous non plus dans les fers, mais dans les maillons du discours normatif. Et ce qui est assez curieux, enfin, le projet que j'ai, c'est d'écrire une autre histoire de la psychiatrie, hein, une histoire différente, tout simplement, très modestement. Et il y a un schéma analogue qui se produit avec Freud et la psychanalyse. C'est une révolution symbolique réussie, hein, puisqu'elle est entrée dans les mœurs, qui sera dénoncée en 1972 par l'anti-Oedipe, point de départ historiographique d'une mise au pilori de la psychanalyse, à laquelle les mouvements dits minoritaires, hein, gays, transgenres, intersexes, etc., que la psychanalyse n'a souvent pas su aider, ça c'est certain, ont beaucoup contribué. Aujourd'hui, la psychanalyse, dans beaucoup de régions du monde, est considérée comme paternaliste, conservatrice et dépassée. Alors, de ce constat très rapide, hein, découlent au moins deux questions qui sont liées. La réussite d'une révolution symbolique repose-t-elle sur le fait qu'elle s'appuie nécessairement sur des composantes conservatrices? Je le dis très sérieusement. Pinel et Freud sont, à bien des égards, on le sait très bien, des conservateurs, c'est très facile à démontrer. La réussite d'une révolution symbolique, c'est-à-dire l'acceptation et l'intégration dans la société d'un postulat scandaleux au départ, désenchaîner les fous, faire la cure par la parole, etc. Alors, donc,
cette révolution symbolique, hein, donc l'acceptation, etc., vit-elle le geste inaugural de son pouvoir de rupture, hein. C'est-à-dire qu'une révolution réussie n'est plus, par définition, une révolution. Si ça marche, ben c'est que c'est plus une révolution. Alors, si on part de cette hypothèse, et je vais finir avec ça, la psychothérapie institutionnelle, donc de François Tosquelles, Jean Houry et de Patrick Chembla, qui je crois est parmi nous, de beaucoup de gens, apparaît comme une révolution symbolique qui n'a pas réussi, et qui donc est une vraie révolution, puisqu'elle est toujours en devenir. Elle n'est pas rentrée dans les mœurs, alors on peut le regretter, hein. Elle n'a pas réussi à changer nos catégories de perception, car elle se fonde, ça c'est mon hypothèse, sur une liberté dont fondamentalement les gens ne veulent pas. Bon, je rappelle, mais je suis sûre que tout le monde sait ça ici, que la psychothérapie institutionnelle a commencé par postuler que ce n'étaient pas les gens qui étaient malades, mais l'hôpital qui était malade, et que c'est l'institution qu'il faut soigner. Ça c'est le principe de base, après il y a beaucoup d'autres subtilités. Et donc, j'aimerais, alors là on s'éloigne de l'archive, mais en même temps, je n'aurais pas pu aboutir à cette hypothèse, hein, qui est très fragile et qui demande à être beaucoup travaillée. Je n'aurais pas pu aboutir à ça si je n'avais pas passé 30 ans dans les archives. C'est ça le paradoxe, évidemment. Et bien souvent, les étudiants pensent ah oui, non mais les archives ça ne m'intéresse pas, moi ce que j'aime c'est la théorie. Ou alors, ah non mais moi la théorie j'y comprends rien, moi ce qui m'intéresse c'est les archives. Vous ne pouvez pas faire marcher l'un sans l'autre. C'est absolument impensable. Le premier qui l'avait très bien compris, c'était Foucault, puisqu'il passait son temps dans les archives. Après, les archives, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. C'est encore une autre question, ça. Mais il est absolument impensable de dire que, voilà, les traces de cette misère psychique très dure quand même à explorer sont la nourriture même des questions théoriques et politiques les plus graves en psychiatrie, et il me semble qu'il est très urgent de s'emparer de tout ça pour essayer d'améliorer d'abord le quotidien des malades, pour commencer, mais aussi des médecins, parce que je crois qu'il y a un grand désarroi qui règne dans la psychiatrie, et que c'est un domaine si foisonnant, si passionnant, qu'il est bien temps de s'en préoccuper, et j'aimerais évidemment que les gouvernements qui succèdent puissent entendre cette supplique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci à la fois de nous avoir comme ça permis de vous accompagner dans les coulisses un peu de votre travail, au plus près de votre pratique d'historienne, et en même temps nous avoir donné ces perspectives sur cette articulation justement entre la recherche historique et le présent, et l'idée que le politique est toujours là, et que effectivement de réfléchir au passé, ça permet aussi de se positionner par rapport au présent, à l'aune justement de ce qu'on a appris et des problèmes qu'on y a rencontrés. Donc, merci beaucoup, parce que c'est aussi l'enjeu de ce séminaire, justement, de ne pas faire une archéologie, une histoire d'antiquaire, comme disait Nietzsche, mais justement une histoire utile au présent, une histoire vivante, une histoire qui nous traverse justement pour les questions contemporaines. Donc merci beaucoup. Alors, il va y avoir de nombreuses questions. Votre travail aussi sur Sylvia Beach et Adrien Monnier, vous soulignez votre intérêt pour ces personnes intermédiaires
ces personnes au deuxième plan, qui ne sont pas forcément des personnes flamboyantes ou très connues, mais qui permettent d'articuler justement des registres différents. Et c'est peut-être aussi une fonction de l'historienne que vous êtes, mais c'est aussi peut-être celle du travail du clinicien qui se situe comme ça un peu à la frontière entre les convictions, le délire des patients et puis la réalité ou la sociabilité qu'il faut aussi rétablir. Et dans votre livre sur la clinique blanche, vous parlez notamment de l'accompagnement qu'a proposé c'est Émile Blanche auprès de Nerval. À l'époque, pour sortir de la clinique, pour sortir d'un asile, il fallait se reconnaître dans un diagnostic. Il fallait accepter de se déprendre de son dérangement mental en reconnaissant qu'on avait été fou et en assumant un diagnostic. Je crois que celui qui correspondait à Nerval, c'est celui de démonomanie, je crois. Et c'était pas tout à fait dans le goût de Nerval qui parlait plutôt de fièvre, mais aussi de rêve et de transfiguration de l'imaginaire. Et c'est aussi sur l'invitation donc, de Blanche qu'il a pu écrire une des premières autobiographies de patients à travers Aurélia, un récit d'une demi-folie. Et il y a aussi comme ça l'amorce peut-être chez lui de ce compagnonnage, de valoriser la dimension expressive effectivement de la valeur de ce que c'est que le dérangement mental, pas simplement pour le faire disparaître, mais aussi qui peut être la préfiguration d'un texte ou d'une œuvre. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer? C'est plus une remarque que... Oui, là-dessus, c'est très important ça, c'est très important parce que il y a au XIXe siècle une rhétorique de l'aveu. Avouer d'être malade, c'est être à moitié guéri. C'est ce que le psychiatre exige. Le psychiatre exige ça, que le patient reconnaisse qu'il est malade. C'est la première étape de la guérison. Parce qu'un fou est un homme qui se trompe. C'est ça la base. Et Nerval n'a jamais voulu reconnaître ça. C'est comme un homme qui refuse de dire « je suis coupable » quand il n'a pas commis un crime. C'est l'équivalent. Et pour Nerval dit « non, je ne suis pas fou. Je suis un rêveur, j'ai la fièvre peut-être, je suis exalté, mais je ne suis pas fou. » Et à partir du moment où vous ne reconnaissez pas la maladie, vous êtes considéré, alors pas comme incurable, mais en tout cas, vous ne pouvez pas sortir de la vie. Et ça a été un énorme problème. Pas pour Nerval, mais pour d'autres, bien sûr. Alors, cette rhétorique de l'aveu, elle a une fonction aussi. Et ça, c'est Foucault qui le démontre bien dans le pouvoir psychiatrique. C'est-à-dire, c'est d'instituer le psychiatre comme celui qui a raison. C'est pas seulement de dire que le fou a tort. C'est que le psychiatre a raison et doit obtenir, extorquer cet aveu de celui qui se trompe. C'est-à-dire que le fou légitime la position du psychiatre. Ce n'est pas le psychiatre qui légitime la position du fou, c'est l'inverse, bien sûr. Et ça a été considérable. Alors, dans l'histoire de Nerval, j'ai pas détaillé, mais évidemment la grande déception qui m'a étreinte quand j'ai vu les fameux 12 registres de la clinique du docteur Blanche, c'est qu'il y en avait un qui manquait, et c'était l'année 53-55 où Nerval a passé le plus de temps. Alors là, j'ai été vraiment tout à fait désespérée de cette perte. J'ai eu beau demander, etc., on ne le retrouvait pas, il avait disparu, etc. Mais quand le livre est sorti, enfin plusieurs années après d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui s'appelle le docteur Charton, si je ne m'abuse, Guy Charton, qui avait été interne dans la clinique que j'ai citée, là, le château du Bel Air, et qui à l'époque avait fait la photocopie de la page concernant Nerval. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard, et j'ai fait un article dans une revue d'histoire littéraire
là-dessus, qui était extrêmement, c'était d'ailleurs très très éclairant, hein, ce diagnostic de Blanche, où on voit qu'il faut vraiment, bon ça c'est une évidence, mais prendre toutes ces informations avec des pincettes. Parce que ce que dit Nerval dans sa correspondance, ce qu'écrit Blanche, ce que Nerval écrit le lendemain, il faut tout mettre en rapport pour comprendre exactement ce qui se passe. Et le docteur Blanche n'était pas tant que ça le bon docteur Blanche, puisque à un moment donné, il veut se débarrasser de Nerval, en réalité. Alors, sans doute qu'il était épuisé et que Nerval pouvait avoir des grandes agitations, c'est pas... Mais il a été contraint de signer le bon de sortie, alors qu'il était contre, hein, aussi. Et on sait comment ça s'est terminé, puisqu'il s'est pendu 2 jours plus tard. Rue de la Vieille Lanterne. Rue de la Vieille Lanterne, qui correspondrait, alors c'est au Châtelet, on dit que c'est à l'emplacement, ça c'est vraiment à l'emplacement du trou du souffleur dans le théâtre du Châtelet. Enfin, il y a toujours une romantisation de la folie contre laquelle je m'élève toujours. Dans la rue la plus noire qu'il a pu trouver, si c'est voilà, Baudelaire. voilà, exactement. Est-ce que vous avez des questions en ligne ou dans la salle? Je ne comprends pas trop. Enfin, je suis plutôt dubitative, comme vous avez dit, il me semble. Une révolution réussie, dans ce cas-là, ce n'est plus une révolution. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que ça permet quand même d'avoir des acquis. Même si, ça permet quand même d'avoir des acquis. Oh, elle ne va pas jusqu'au bout. Bon, après, on peut parler aussi d'une révolution sanguinaire, on est d'accord. Mais une révolution dans le sens où ça change nos regards, ça change nos habitudes. Par exemple, on parle de Freud, de l'inconscient, vous voyez. Mais en même temps, comment dire, en fait, il y a les deux, quoi. Enfin, de ma perception à moi. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses... il y a des gens qui n'acceptent jamais à entendre la psychanalyse. Oui, oui, bien sûr. Alors, enfin, là, je citais Bourdieu, hein, qui disait que la révolution symbolique, c'est celle qui a été intégrée à la société. La psychanalyse, tout le monde a un savoir minimum, je dirais, peut-être sur certains concepts psychanalytiques. Enfin, c'est une chose qui est intégrée à la société. Alors, la révolution qui s'intègre, la révolution symbolique réussie, n'est plus une révolution dans le sens où elle ne soulève plus d'opposition. C'est ça ce que je veux dire. En fait, c'est une question de définition de la révolution. Hein, c'est pas... Oui. En fait, je l'avais pris un peu avant quand vous avez parlé juste que le mot révolution, non pas révolution symbolique. Ah, voilà. Oui. Voilà. Donc, oui, bien sûr, la révolution symbolique, il y a des acquis, je suis bien d'accord avec vous, puisque elle a réussi, puisqu'elle est intégrée à la société. Mais donc, elle perd son potentiel révolutionnaire, qui est un potentiel de rupture et de soulèvement. C'est ça ce que je veux dire. Quand Bonaparte met fin officiellement à la Révolution française, en 1799, par un coup d'État, on peut dire que la Révolution française a permis à la société française d'intégrer bien des acquis qui d'ailleurs vont être foutus par terre par Napoléon quelques années plus tard, je pense entre autres à l'esclavage et à la traite. Il y a un moment donné où même, quand bien même elle a intégré la société, elle n'a plus son potentiel révolutionnaire, hein, en elle. Quand je parle de la psychothérapie institutionnelle, je pense que c'est encore en mouvement. Hein. Il y a toujours ce mouvement-là de soulèvement et d'opposition à une situation de fait. Je ne sais pas si je me fais C'est comprendre. malheureux à dire, mais bon, voilà. Je crois que c'est peut-être propre aussi à notre condition humaine et c'est beaucoup plus complexe. Je crois que c'est dans les moments douloureux, des moments où justement on est, comment dire ça, traversé par des crises. Par exemple, donc la psychiatrie actuellement, la psychiatrie humaniste, la psychiatrie clinique, donc par rapport
sur l'autisme. C'est dans ces moments tourmentés, dans ces moments dans le désarroi, je crois, mais c'est comme ça chez l'humain, il me semble, c'est dans ces moments-là où justement il y a un désir justement de ne pas lâcher ce qu'on a acquis. Vous voyez, je crois que quand on est trop dans la routine, quand on s'installe quoi, dans le confort, bon, on n'a plus Voilà. l'esprit critique, enfin combatif. Quoi. Voilà. C'est malheureux. Il y a un côté maso, enfin je dis comme ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais quand je dis ça, c'est valable pour moi aussi. Hein. Et oui. Et oui. Merci beaucoup. Il y a Patrick Chemla, justement. Patrick, est-ce que tu veux ajouter? Oui, très bien. Oui, Laure, c'est Patrick Chemla, bonjour. Merci beaucoup pour ton exposé. Je ne sais pas si tu m'entends. Je demande à Clément de mettre Voilà, plus fort. Tu m'entends? Vas-y, je t'entends un peu. Non. Oui. Alors, merci beaucoup pour ton exposé. J'ai été très intéressé par cette histoire de révolution qui n'aurait pas réussi et de révolution réussie et la question de la position conservatrice de départ de Freud et de Pinel, à la différence de Toscaïès, Houry et les autres. C'est-à-dire que quand même, je crois que c'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves, il y a une position à contre-courant de Toscaïès, Bonafé, Houry, qui démarre dans la Deuxième Guerre mondiale, ils sont donc dans la résistance. Et puis il y a ensuite mai 68, encore une fois, à contre-courant, même s'il y a ce malentendu qui est une querelle entre l'antipsychiatrie et la psychothérapie institutionnelle. J'ai été au cœur de cette querelle et j'ai effectivement opté pour la psychothérapie institutionnelle quand j'ai vu les dégâts que le néolibéralisme faisait à la psychiatrie. N'empêche que ce que tu soulèves, c'est-à-dire qu'une position de soulèvement des fondateurs du courant de psychothérapie institutionnelle, ça fait que c'est une révolution toujours à venir. Exactement. Ça ne peut pas être une révolution qui soit achevée, Voilà. dans le sens d'ailleurs de achevée dans le sens mort. Voilà. Ça ne peut être que un processus en devenir. Et donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de poursuivre ce soulèvement. C'est en principe proposition que je te fais et que je nous fais. Mais Parce oui. que sinon, c'est fini, quoi. Mais oui, bien sûr. Et C'est je trouve qu'il y a un héritage qui a été laissé là par Toscaïès, Houry, Bonafé, etc., qui est extraordinaire. Et qu'il faut reprendre. Il faut absolument, tu le sais mieux que personne, mais reprendre et continuer. Ça me semble... c'est pour ça que j'appelle ça modestement une autre histoire de la psychiatrie, parce que je pense vraiment que ça passe par là. De se défaire, c'est-à-dire de conserver la force du geste révolutionnaire, du geste de soulèvement et d'opposition. Et Dieu sait s'il y a de quoi faire aujourd'hui. Hein. Il y a de quoi faire pour s'opposer et continuer le combat, comme on disait. Merci. Merci à toi. Merci Patrick. Une question de Jérémy Sindel. Oui. Alors j'avais une question à vous poser, parce que vous avez passé beaucoup de temps aussi aux États-Unis. Oui. Est-ce que vous avez trouvé aux États-Unis des archives ou des récits, des contextes qui ont pu contribuer à votre réflexion, qui vous ont intéressé, parlé, dans le sens du travail que vous aviez fait en France? Alors non, pour une raison assez simple, c'est que je me suis cantonnée à l'histoire de la psychiatrie française. Je ne me sentais pas les épaules pour embrasser en plus la psychiatrie américaine. J'aurais pu, hein, bien sûr. Et en revanche, j'ai fait des recherches dans les archives de la bibliothèque médicale de UCLA, où j'ai trouvé des choses passionnantes sur Esquirol et sur Pinel. Il y avait une grande spécialiste de Pinel qui s'appelait Dora Wiener, qui était professeure à UCLA. Donc j'ai beaucoup parlé avec elle, etc. À un moment donné, je me suis demandé justement si j'allais... Parce que j'aurais pu, bien sûr, j'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, sans compter que enseigner et faire de la recherche comme moi je la fais, c'est-à-dire de façon intensive, déjà mes années elles étaient très très remplies. Parce que si en plus
je me mettais à changer de champ, hein, et de réfléchir à la psychiatrie américaine, j'aurais eu beaucoup de mal. J'aurais pas eu le temps, quoi, tout simplement. Et puis de comprendre, ça met beaucoup de temps à comprendre un pays, une tradition, des mœurs, etc., et un système de santé. J'aurais pas eu la compétence, quoi, je crois. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui. Oui, allez-y. J'aimerais savoir si, dans votre parcours de professeur de littérature notamment, vous vous êtes intéressé aux liens, aux articulations entre la littérature, la folie et la psychiatrie. Parce que ça peut y avoir aussi des points de convergence. Et est-ce qu'il y a des points justement qui vous ont marqué? Oui, oui, bien sûr. Alors, je m'y suis intéressée avec Nerval et Maupassant, voilà. puisque avec le docteur Blanche. Et puis bon, c'est toujours le serpent de mer, quoi, hein, l'histoire de la folie et de la création. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Une fois de plus, et c'est là d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'œuvre d'Houry, puisqu'il a écrit un livre qui pour moi est définitif, qui s'appelle Création et schizophrénie, qui est un livre très important, où il explique que c'est une... je vais mal le reproduire, il faudrait lire exactement le passage important où il en parle, où il explique que c'est une histoire entre la schizophrénie. Il parle de la schizophrénie, il ne parle pas de la folie comme moi je fais en bonne ignorante, mais enfin il parle de la schizophrénie et de la création, et il parle d'une forme d'espace en commun entre la maladie et la création. Bon, alors il le détaille très bien, j'ai plus les choses en tête maintenant, mais c'est la seule chose, enfin de tout ce que j'ai lu, j'ai lu beaucoup de choses, il y a sûrement des choses qui m'ont échappé, mais enfin j'ai lu beaucoup de choses, c'est le seul moment où vraiment j'ai compris quelque chose, parce qu'il parle en termes d'espace et d'articulation, et ça n'est plus, ah ben oui forcément il est génial donc il est fou, dans ces cas-là ben, les hôpitaux seraient remplis de génies, ça m'étonnerait. Il y a une sorte d'association un peu agaçante, je trouve, entre le fou et le créateur. Et d'ailleurs, dans mes projets futurs et même actuels, j'ai un autre projet qui me tient très à cœur, qui porte sur les... Alors, le titre de travail, c'est « Ces femmes qui font symptômes ». Bon, c'est un titre évidemment impossible pour une publication grand public, mais enfin... Ces femmes qui font symptômes analysent le cas de très nombreuses femmes qui sont devenues folles, selon l'époque, hein, etc., surtout au XIXe siècle, à l'ombre d'un grand homme. Donc tout d'un coup, vous avez un décalage entre le créateur, hein, qui n'est pas fou, mais qui rendrait fou une femme de son entourage. Sa fille, son amante, sa femme, Adèle Hugo, la sœur de Tennessee Williams, enfin, je peux vous en citer une infinité. Il y en a tellement que ça devient louche. Ça veut dire qu'il y a un sujet. Hein, forcément, il y a quelque chose qui se passe là. Donc je crois que quand on parle de création et de folie, qui est une vraie question, hein, bien sûr, qui a été très très étudiée, mais je trouve, moi personnellement, pas très bien étudiée. Il faut être plus, dans ces cas-là, il faut être plus modeste, il faut être plus précis. Et c'est d'ailleurs ce que fait Houry, hein, création et schizophrénie, il étudie en termes très cliniques, très précis. Ou par exemple, il y a un moment dans la modernité, hein, dans les années 20, où il y a quelque chose qui se passe là, voilà, avec les surréalistes, voilà. Il y a des moments d'articulation. Mais il n'y a pas de lien d'évidence entre la création et la folie. On est victime encore d'une image romantique de la folie. Hein. Moi, j'essaye d'éviter ça à tout prix. Mais donc la question est parfaitement légitime, elle est très importante même, mais je crois que la façon pour l'aborder, c'est de penser en termes d'espace, de figure et d'articulation. Voilà, ça c'est mon opinion. Mais la question aussi, c'était pas simplement sur la création. Il y a plusieurs questions, et je vais dans l'ordre. Oui. À l'intérieur de la littérature, si vous avez trouvé des discours sur la folie, qui ont pu vous servir de point de réflexion pour l'histoire de la folie, pour la compréhension de la Alors oui, dans la littérature, il y a des choses bien sûr. Hein. Maupassant, avant de devenir fou,
alors que quand il avait la syphilis et que ça finit en méningite, hein, si je dis pas de bêtises, il aurait été soigné avec de la pénicilline, hein, il n'était pas plus fou que moi ou que quiconque. Bref, elle s'est beaucoup intéressée à la folie. Il y a dans le Horla, par exemple, enfin, c'est toujours celui qu'on cite, mais bon, il y a des choses très intéressantes. Il y a des choses intéressantes, oui, dans beaucoup de... Naudier est très intéressant sur la question, par exemple. Étudier Aurélia, c'est passionnant de ce point de vue. Oui, bien sûr, il y a des choses, même dans la correspondance de Virginia Woolf, par exemple, il y a des choses passionnantes. Il y a un dialogue, hein, c'est certain. Là, il y a au moins 4 questions. Laurence Dubois. Je vais essayer d'être brève, mais ça va être difficile. Vous disiez, il y a des historiens aussi qui ont travaillé sur les archives. Oui. D'abord, merci vraiment infiniment pour cette présentation. Tout ce que je vais dire va être un peu en vrac et un peu des remarques. J'aurais tellement de choses à dire. Je pense que chaque mot était passionnant, vraiment. Je voudrais revenir sur plusieurs choses. D'abord, vos 2 bouquins. Moi, ils ont été pour moi une source d'inspiration réelle quand j'ai commencé ma thèse en 2010, par là. Et les 2, réellement. Le premier, enfin celui, la clinique du docteur Blanche, par rapport à la méthode, justement. Je voulais revenir sur ça. Et puis le second, sur cette histoire que, oui, l'histoire de la folie, c'est politique. Voilà. Et que quand on étudie les archives, on voit très bien à quel point tout ça est extrêmement politique. Ça rejoint ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne peut pas travailler sur l'histoire de la psychiatrie d'un pays dont on ne connaîtrait pas vraiment l'histoire. Enfin, ça vous honore d'ailleurs, parce que je suis persuadée que vous seriez tout à fait capable de travailler sur l'histoire de la psychiatrie américaine. La question n'est pas là. Mais cette remarque, elle est... Enfin, moi, j'ai très peu travaillé sur l'histoire de la psychiatrie française. J'ai travaillé accidentellement dessus parce qu'elle a été une source d'inspiration pour la psychiatrie britannique. Pour la psychiatrie britannique. Oui, britannique. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée de plus près à Pinel, à Esquirol, etc. Mais en effet, c'est tellement ancré tout ça dans un contexte politique et social, une période, un pays. Et j'avais été très, très, très admirative du travail. Et je suis ravie que vous disiez vous-même que vous ne referiez pas le travail que vous avez fait pour une histoire politique de la folie, pour l'homme qui se prenait pour Napoléon, parce que c'est extraordinaire le travail que vous avez fait dans ce bouquin. Enfin, moi ça m'a vraiment... ça m'a servi de modèle et j'ai pas du tout réussi à faire aussi bien, honnêtement. Non, mais c'était réellement, c'est une entreprise très ambitieuse, mais que vous avez menée parfaitement. Et par rapport aux méthodes, c'est intéressant aussi ce que vous avez dit sur la force brute de l'archive. Enfin, c'est une chose qu'on ressent tellement, je pense, quand on travaille aux archives. Et comment finalement, même quand on croit partir de sources secondaires, de bibliographie, de tout ça, on passe une semaine aux archives et tout explose en fait. On revoit tout, les bornes chronologiques, le prisme qu'on avait, tout en fait. Et c'est de là que tout part, donc, et avec cette émotion aussi de l'archive, qu'on ne peut pas se défaire. Mais j'étais quand même, quand vous dites c'est une méthode qu'il ne faut pas suivre en fait. Alors est-ce que c'est une sorte de modestie ou c'est réel? Parce que moi je trouve que, alors oui, on ne peut pas se passer de sources secondaires, on est d'accord, et vous l'avez dit, mais est-ce que c'est pas ça la méthode vraiment, la vôtre? Enfin, moi quand j'ai lu le premier de vos bouquins psychiatriques, moi j'ai trouvé au contraire que la méthode était extraordinaire, très très systématique, explorer tout, éplucher les archives. Est-ce que c'est pas ça finalement quand même, non, la méthode d'un historien de la psychiatrie? Écoutez, je sais pas. Et comme j'ai dit, je sais bien que c'est pas une méthode recommandable pour toutes les questions que j'ai dites. Oui. On va recopier des choses qui sont déjà connues, on n'a pas les références, on débarque dans quelque chose quand même, une sorte de chaos. Hein, c'est un chaos, c'est un chaos très bénéfique, mais enfin, quand même, c'est un chaos. Je ne le recommande pas, mais je continue à l'appliquer. Voilà, bon. Je continue à l'appliquer. Je vous l'ai dit, je l'ai dit hein, dans l'intervention. Je continue à l'appliquer parce qu'en effet, j'y trouve mon compte et je veux privilégier, alors vous avez utilisé le mot que j'ai évité, pas délibérément, hein, que j'ai oublié. Je veux privilégier l'émotion, cette rencontre, ce choc avec le document brut et sa force interne. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'une fois de plus, il y a quand même beaucoup de défauts dans cette méthodologie.
mais c'est la mienne et je la partage. Quoi. Vous voyez Enfin, Et moi, je la trouve, continue d'appliquer. Voilà. plus que recevable. Mais vous avez raison aussi de signaler que dans le monde universitaire français, par exemple, qui demande une productivité maximale et beaucoup de rapidité et beaucoup d'articles et de bouquins tout le temps, bah, c'est pas compatible. Enfin, on peut continuer à le faire. Moi, je continue à faire ça, de prendre beaucoup trop de temps pour éplucher toutes les archives et Bravo. de publier moins. Bravo. Mais on n'est pas censé faire ça, on n'est pas valorisé de faire ça. Mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Mais oui, parce que comme Voilà. je concluais sur l'archive et la théorie, je pense que ça Les se deux sont ça, totalement- vous le dites vous-même, ça explose tout d'un coup. Bon. Ouais. Et on revoit, on repense. C'est de la pensée en mouvement hein, Oui. d'aller aux archives. Oui. Alors, parce qu'évidemment, il y a cette image oui, du scrogneux qui recopie comme un idiot. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup ça, hein, mais je veux dire, enfin, vous voyez. Oui. Mais non, c'est ça, c'est là où les lignes bougent. Oui. Alors après, il faut compléter par une littérature considérable. Hein. Je ne me suis pas épargnée de ce point de vue. J'ai Non, vraiment non, beaucoup lu. absolument. Donc, bon, je relirai encore bien volontiers, mais voilà. C'est le goût de la pratique, quoi. Hein, voilà. Donc je ne peux pas vous dire non, parce que je le fais Voilà. moi-même. Mais peut-être il faut à chaque fois inventer sa propre méthode, je ne sais pas. Alors, Merci. On est d'accord. merci beaucoup. Alors, nous avons un problème parce que la batterie est indiquée comme faible. Donc, pour sinon continuer, Bernard, une question. Oui, Bernard Audier, psychiatre. Bernard Audier. Il y a très longtemps, j'avais eu le plaisir de me plonger dans les archives privées. J'avais déterré des archives privées que j'avais déterrées pour faire l'histoire des patronages d'aliénés au début du XIXe siècle. Mais je voudrais revenir sur le début de votre intervention, quand vous nous avez décrit cette méthode dont vous contestez qu'elle soit une méthode, en quelque sorte. Donc, en tout cas, vous avez un jeu autour de ça. Et vous m'avez rappelé une conférence de Lévi-Strauss qui racontait que sa technique de travail, et donc de travail ethnographique, consistait, alors il utilisait le mot immerger. Alors effectivement, vous nous avez décrit une sorte de plongée dans les archives. Il décrivait cette immersion dans les peuplades qu'il a fréquentées pour mieux les étudier, et il racontait la façon dont il attendait le moment où il était complètement pénétré par les mœurs, les coutumes, les mythes qui circulaient autour de lui, et qu'il y avait un moment où se dessinait une possibilité de décantation et une possibilité de repérer des régularités qui étaient, au fond, ce qu'il allait ensuite extraire comme loi, enfin, si on peut utiliser ce mot-là, pour théoriser l'existence d'une régularité. Et donc, je me suis dit, mais après tout, est-ce que la méthode que vous utilisez ne s'apparente pas à cette plongée, à cette immersion, dont on entend bien qu'elle oblige notre psychisme à un moment donné à organiser ce que vous appelez à l'instant la pensée, sa pensée. Et donc, ça serait une des conditions de possibilité de découverte, en quelque sorte, hein, ou en tout cas d'identification de nouvelles figures. Ça serait cet engagement jusqu'au débordement, en quelque sorte, avec l'obligation qui lui fait suite. Le mot d'immersion, moi, me plaît beaucoup. Hein. Oui. Beaucoup, c'est exactement ça. Oui. C'est où ce texte qu'il a écrit sur... Je pourrais vous faire parvenir les coordonnées. C'est une conférence qu'on trouve sur un DVD
mais qu'on trouve aussi sur YouTube. Oui, parce que tel que vous la racontez, c'est exactement ça. Oui, Enfin, oui, c'est très très proche. Et l'immersion, vous savez, l'immersion, c'est le mot qu'on utilise pour apprendre les langues. Hein, en Amérique en tout cas, aux États-Unis, pardon. Aux États-Unis, on demande aux gens de faire une immersion, hein, une immersion, c'est-à-dire on envoie quelqu'un dans une famille qui ne parle pas l'anglais, qui ne parle que le français. Donc parce que c'est intéressant ça, quand on ne parle pas du tout, par exemple, on est balancé dans un environnement où personne ne parle sa langue. Bien à l'ethnographie là, vous voyez. Ça va avec ça. Oui. Voilà. Eh ben, on est bien obligé de s'adapter. Voilà. On est dans le bain. Et en effet, il y a quelque chose de l'immersion. Et quand on se retrouve dans les archives psychiatriques, alors, une fois de plus, hein, j'ai parlé surtout des archives cliniques, mais il y a toutes les archives administratives, il y a beaucoup d'autres choses autour. Vous êtes aussi dans une sorte de chaos, surtout quand vous êtes comme moi, que vous n'avez pas fait d'études, ni d'études d'histoire, ni rien du tout, que vous n'avez pas de méthodologie. Bon, alors c'est le choc. Voilà, c'est le choc. Après, il faut s'adapter. Merci en tout cas, hein. Je serais ravie d'avoir cette référence. Juste je prends une question qui est en ligne parce que date C'est le psychiatre désespéré. Marie, si vous voulez prendre la parole, sinon. Marie, vous avez dit que 30 ans d'archives, vous avez mené à la conclusion que les psychiatres étaient des hommes désespérés. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Merci pour cette présentation. Ces pistes de recherche. Il y a beaucoup de gens qui pourraient développer mieux que moi ça. Je l'ai observé parce que j'ai lu les commentaires qu'ils font sur les livres de la loi, parce que j'ai lu leur correspondance, parce que j'ai lu leurs travaux, etc. Et ce sont des hommes qui sont désespérés à l'idée de pratiquer une médecine qui n'aboutit pas à ce qu'ils espéraient, bien entendu. Parce qu'on n'a jamais fait revenir à la raison un homme ou une femme en le plongeant dans un baquet d'eau froide, ça c'est certain. Donc c'est des hommes de bonne volonté, hein, des hommes de bonne volonté qui sont dans un énorme désarroi et qui tâtonnent, qui cherchent. Il y a une fois de plus, hein, Esquirol est un grand clinicien, hein, c'est évident. Néanmoins, il n'aboutit pas, il y a des choses dans son travail qui sont quand même extrêmement surprenantes. Alors, je ne sais pas si c'est l'aveu d'impuissance, mais ils sont bien obligés de constater que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Hein. Alors, il y a eu un grand espoir avec les psychotropes, mais bon, on sait bien que ce n'est pas non plus la panacée. Donc, voilà, je crois que c'est... Je ne sais pas si le progrès se conçoit de la même façon en psychiatrie qu'en médecine, en chirurgie. Enfin, vous voyez, voilà. Le progrès est une chose très complexe en psychiatrie. On fait des progrès dans certaines maladies, enfin, dans la résolution de certaines maladies, les guérisons, on fait des progrès dans le cancer. En psychiatrie, c'est une autre affaire. Hein. Oui. Le taux de suicide, par exemple, a beaucoup diminué depuis 20 ans. Parce que le taux de suicide, par exemple, a beaucoup diminué depuis 20 ans. Il faut s'en féliciter. Mais effectivement, est-ce qu'on arrivera un jour à réduire complètement le passage à l'acte suicidaire? Effectivement, on peut se poser la question. Donc, soleil noir sur la psychiatrie. Oui, vous aviez une question tout au fond? Patrick Bellamiche. Bonjour, merci beaucoup pour je vais vous demander de parler un peu plus fort ou de vous rapprocher. Vous m'entendez là? Oui, là oui, je suis très... J'entends mal. Moi aussi, alors ça va. On va pouvoir discuter alors. Voilà, dialogue de sourds. Oui, d'abord, je suis très intéressé par votre méthode. J'ai trouvé... Alors j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Mon nom est Elisabeth ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, et qui emploie une autre méthode. C'est une historienne, je crois. Hein, c'est sa thèse. Pardon? C'est sa thèse, ce livre. Oui, Adèle Lyon. Et donc c'était très intéressant de voir aussi sa méthode à elle, puisqu'elle passe par une histoire personnelle de son arrière-grand-mère, et donc c'est par une personne, simplement, qui reconstitue tout un cheminement psychiatrique hein, qui
passe par la psychothérapie institutionnelle aussi à un moment donné. Mais je voulais revenir sur la question de la créativité. Parce que dans le fond, par rapport à la créativité, vous ne pensez pas que c'est la folie qui est créatrice avant tout? Il y a quelque chose de créateur dans la folie, qui n'est pas reconnu en tant que tel. C'est une question que vous me Oui, posez? c'est une question. Non, je ne crois pas à ça. Alors, quand même, il y a eu tout un mouvement aussi à partir, vous parliez des années 20, justement avec Prince Horse et avec tout le Oui, mouvement bien sûr. sur l'art brut. Uri avait travaillé avec du Buffet aussi. Hein. Donc tout ce mouvement, ça a été aussi une façon de reconnaître qu'il y avait quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est de l'art, forcément, mais qu'il y avait de la créativité dans la folie. Et donc la folie est créatrice de quelque chose. Moi j'ai été confronté à des patients psychotiques qui inventaient des mots, qui inventaient des histoires, qui inventaient des choses. Il ne faut pas dire que c'est de l'art en tant que tel, mais il y avait quelque chose où il y a eu une tentative avec l'art brut, par exemple, de faire passer cette créativité dans le bien commun, on pourrait dire. Hein, et qui est une reconnaissance de la folie par ce biais-là. Et donc, finalement, ça revient aussi à ce que vous parliez, ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté révolutionnaire. C'est la folie qui est révolutionnaire aussi, d'une certaine façon. Hein, c'est la folie qui nous dérange, qui dérange les habitudes et le vécu de chacun. Par la souffrance, d'abord, parce que c'est aussi ça qui est très dérangeant. La souffrance que la folie peut véhiculer, hein. Et aussi par rapport à cette souffrance, la façon dont chacun arrive à créer quelque chose pour essayer de la combattre, de la contourner, ou de la maîtriser, ou de la domestiquer, enfin, d'une certaine façon. Je comprends ce que vous dites. Il y a certainement, en effet, une fois de plus, hein, je ne suis pas psychiatre, ça tout le monde l'aura compris, il y a certainement une créativité, comme vous dites, mais je crois que, et ça c'est une opinion personnelle, elle n'est pas vraiment étayée, je crois que tout le monde a de la créativité. Alors ce qui se passe peut-être avec ce qu'on appelle la folie, hein, pour aller très vite, c'est qu'il y a un verrou qui saute et il y a quelque chose qui libère, vous voyez, une créativité que tout être humain a en lui. Je crois que c'est très dangereux de penser que les fous seraient automatiquement des créateurs et que les créateurs, partant, seraient peut-être tous un peu dérangés. Je pense que c'est une généralisation. Je ne vous dis pas que vous faites cette généralisation, mais je pense qu'on tend vers cette généralisation qui est fausse, qui est fondamentalement fausse. Il faut peut-être faire le distinguo entre création et art. Toutes les créations ne sont pas du domaine de l'art. Oui, mais ça, même ce distinguo-là me gêne, parce que, alors après, il y a évidemment cette invention de l'art brut, tout ce qui est hiérarchisation, moi, en général, me gêne. Qui est là? Qui décide de ce que c'est l'art, hein? Qui décide de ça? C'est le plus grand nombre. Non. C'était la définition. Non, justement, c'est pas le plus grand nombre. C'est le musée qui décide ça. C'est l'institution. C'est le geste de Duchamp quand il met un sèche-bouteille au musée. Donc, il dit bien, celui qui décide ce que c'est que l'art, c'est le musée. C'est l'institution, c'est l'élite. Donc, je me méfie aussi de ça. Vous voyez? Maintenant, qu'il y ait de la créativité, c'est certain. Si on passe un certain nombre de... Peut-être vous êtes psychiatre, hein, vous êtes psychiatre. Oui. Ah. Alors, vous savez beaucoup mieux que moi qu'il y a aussi des choses très ennuyeuses dans la folie. Il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de choses, vous voyez, on a tendance à, je sais pas, à héroïser ça. Mais il me semble que... Mais qu'est-ce que j'en sais, hein, c'est une généralité, que tout le monde a de la créativité. Alors, est-ce que la folie la libère? C'est possible, c'est possible. C'est tout ce que je pourrais dire. Mais vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore le temps pour une dernière question?
un coup de hache pour un professeur. Oui, alors c'est vrai que Raphaël Gaillard, effectivement, a abordé cette thématique-là, lui, à la lumière plus des études contemporaines et des neurosciences, et lui propose plutôt que justement la créativité et les artistes se trouvent chez les parents de patients, de malades. Ah ben voilà, on est encore dans le décalage. Voilà, lui, dans le Voilà. décalage, voilà. Non mais ça m'intéresse. Hein. Voilà. Lui, c'est plutôt les thèses là, dans son ouvrage qu'il y a quelques années. Bon. Et c'est vrai que peut-être que aussi Lacan parlait de la liberté du fou, et peut-être que c'est effectivement ça, ce sont des plus grandes libertés dans la folie, mais peut-être qu'elles ne coïncident pas véritablement avec ce que c'est qu'une œuvre ou un travail créatif en tant que tel. Foucault disait aussi que la folie, c'est l'absence d'œuvre. Enfin, il s'en est mordu les doigts de ça quand même. Oui, mais peut-être au sens de l'absence de réception, justement, qu'il n'y a pas de personne pour accueillir voilà, ces c'est ça productions-là. aussi. Voilà. Le problème de l'institution est très important. Écoutez, merci beaucoup, vraiment, c'était Merci, passionnant. merci Vraiment, merci à vous. beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Pour votre travail.